Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes dimanche 17 février 2019. Retenez tout d'abord que l'équipe nationale du Mali, les Aiglons, vient de remporter à l'instant au stade général Séni Kountché de Niamey la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, la CAN U20 Niger 2019. Les Aiglons du Mali ont donc battu l'équipe nationale du Sénégal après l'épreuve fatidique des tirs au but. 4 tirs à 2 pour le Mali. Les deux équipes se sont en effet séparées après le temps réglementaire sur un score nul d'un but partout. Les Aiglons du Mali remportent ainsi pour la première fois cette compétition de cette catégorie. Félicitations donc aux poulains du coach Mamoutou Kane dit Mourlé. Retenez également que vous allez suivre dans quelques instants à la fin de cette édition, en lieu et place de l'invité de chaque dimanche sur la télévision Labari, un entretien que nous a accordé l'acteur de la société civile Moussa Kiangari sur la prorogation de l'état d'urgence dans plusieurs départements des régions de Difa, Tawa et Tillabéri, alors que les populations de ces différentes localités demandent un allègement de cet état d'urgence. Vous allez le suivre donc dans une analyse sur cette situation. La coordination départementale du parti Modern Lumana Africa de Kolo a tenu ce dimanche à Hamdallah sa conférence départementale. Au terme des assises, l'ancien bureau de cette structure a été reconduit pour un nouveau mandat. Presque toutes les structures de la formation politique au niveau de ce département ont été également représentées à cette conférence. Le résumé avec nos reporters Aboubakar Souley et Hassan Saleh Mustafa. C'est Séni Tahirou, président sortant, qui a été reconduit avec son ancienne équipe pour un nouveau mandat de 4 ans. Sur ces 153 délégués départementaux, 33 seulement n'ont pas répondu à l'appel. Les 120 ont décidé de renouveler leur confiance sans aucun problème à l'ancien bureau qui s'était battu pour le renouvellement du Modern FA Lumana, mieux pour faire de ce parti une force politique incontestable dans la région de Tillabéri. Depuis plus de 4 ans, les militantes et les militants du département de Kolo luttent sans relâche aux côtés de leurs frères et sœurs des autres départements pour hisser haut les couleurs de notre parti. Sachez que vous pouvez toujours compter sur les militantes et militants de notre département partout où il s'agit de défendre les idéaux du Modern Farluman Africa, l'unité de notre peuple, la paix et la prospérité de notre pays et de l'Afrique. Très ému, le président réélu s'est adressé aux militants et sympathisants de l'Umana de ce département en ces termes. Vous venez de nous confier une large tâche. Nous vous promettons de l'accomplir avec tous les honneurs. Nous pensons que vous allez nous soutenir et nous attendons de vous le soutien pour mener à bien notre mission. Les petites querelles entre nous doivent cesser. Nous cherchons le pouvoir. Dans la dispersion, nous ne pouvons pas l'obtenir. Des recommandations et des résolutions ont été aussi formulées. La conférence départementale du Modern FA Lumana Africa demande au bureau de prendre les mesures idoines pour que les réunions périodiques des instances et des organes se tiennent conformément aux dispositions de l'article 80 des statuts du parti. Demande au bureau de la coordination départementale de créer une commission ad hoc de conciliation et d'arbitrage conformément à l'article 29 des statuts du Modern FA Lumana Africa. Apporte son soutien indéfectible et inconditionnel au président du parti, son Excellence Hama Amadou, et l'assure de sa disponibilité à tout mettre en œuvre pour le porter à la magistrature suprême. Exprime toute sa gratitude, tous ses remerciements à l'endroit des militants et militantes de la coordination départementale pour être restés fidèles et loyaux aux idéaux du parti. 2. Les encourage par ailleurs à demeurer vigilants, sereins et unis autour du président, son Excellence Hama Amadou. Cette conférence départementale de Kolo intervient dans un contexte sécuritaire dégradé, notamment dans la région de Difa et Tillabéri, occasion saisie par les participants pour formuler une recommandation spéciale sur la situation sécuritaire. 1. Présente leurs condoléances les plus attristées aux familles des vaillants fils du pays qui ont défendu la patrie au péril de leur vie. Qu'Allah le Tout-Puissant
les accueille dans son paradis éternel. Félicite et encourage les forces de défense et de sécurité pour leur bravoure ainsi que la détermination dont elles ont fait preuve chaque jour dans l'exercice de leur mission. Demande au gouvernement de doter les forces de défense et de sécurité des moyens conséquents et adaptés leur permettant d'accomplir efficacement leur mission. Les représentants de la coordination régionale Lumana de Tillabéri ont salué l'organisation avant d'appeler aux militants de s'unir pour la cause du parti pour qu'en 2021, leur candidat Hama Amadou puisse accéder à la magistrature suprême du pays. Partons à présent à la découverte d'une école coranique située au quartier Rekazma, c'est dans le premier arrondissement de la ville de Niamey. L'école s'appelle Nour Islam. Elle accueille plutôt donc chaque week-end des élèves pour leur apprendre les préceptes de l'islam. Le reportage est signé Sadou Doumi et Nasser Dantofo. Les samedis et dimanches, ils sont une cinquantaine de jeunes garçons et filles courant cette année scolaire à fréquenter l'école coranique Nour Islam, moyennant quelques frais pour les uns et gratuits pour les orphelins. Cette médrasette a vu le jour depuis juin 2011. Nous sommes très très contents que les enfants viennent à chaque fois. Ils ne sont pas aussi, voilà, ils ont aussi leur tenue pour les garçons. Ils ont leur hijab, l'habit blanc et les filles leur hijab vert. Donc il y a les garçons c'est à part, ils sont toujours devant, les filles sont toujours derrière. Donc ils ne sont pas dans les mêmes niveaux aussi, il y a des niveaux différents. Ici nous sommes vraiment en train de faire notre mieux pour que les enfants puissent avancer dans les études du Coran, Inch'Allah. Dieu merci, nous sommes très satisfaits parce que les enfants, vous voyez, ils sont en nombre. Ici nous avons à peu près une cinquantaine. Et ça c'est pendant les cours. Pendant les vacances, on a plus d'une centaine. Donc, et chacun vient avec vraiment son Coran et ils apprennent vraiment pas mal de choses ici. Nous sommes très satisfaits de ça. En Nour Islam, on y enseigne Coran ainsi que l'éducation islamique. Nous avons un programme un peu chargé par rapport aux cours du Coran, des hadiths, des tawhid, des fiqh que nous enseignons aux enfants. Chaque samedi, dimanche, surtout les week-ends, dans la soirée pour le samedi. Et pour le dimanche, c'est dans la matinée, comme vous venez de nous constater, nous étions en cours du Coran aujourd'hui. Nous enseignons les enfants juste les cours islamiques et l'éducation islamique surtout. L'appel que nous avons lancé à l'endroit des parents, c'est de nous soutenir encore, surtout dans l'encadrement des enfants, de pouvoir vraiment faire l'éducation nécessaire à la maison avant d'arriver à la makaranta. Parce que nous ne pouvons pas faire tout, mais nous allons juste aider. C'est une entraide entre nous et les parents, une collaboration entre les parents et les oustas pour pouvoir encadrer et éduquer les enfants de l'école islamique. Hormis les week-ends réservés pour les jeunes scolaires, Nour Islam accueille également les personnes adultes courant la semaine avec un programme bien défini du lundi au vendredi. L'école Nour Islam est située sur la deuxième latérite du quartier Rekazma. Voilà, comme je l'ai annoncé, nous vous proposons ce soir, en lieu et place de l'invité de chaque dimanche sur la télévision La Bari, un entretien que nous a accordé l'acteur de la société civile, Moussa Kiangari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen. Il s'est prononcé sur la prorogation récente de l'état d'urgence dans plusieurs départements des régions de Difa, dans toute la région de Difa d'ailleurs, et dans certains départements des régions de Tawa et de Tillabéri, alors que les populations de ces différentes zones demandent à ce que cet état d'urgence soit allégé. Entretien donc de Moussa Kiangari que nous proposons de suivre en intégralité. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision La Bari. D'abord, le bilan qu'on peut tirer, c'est que dans la région de Difa, où cette mesure a été appliquée pour la première fois, disons pas a été appliquée puisqu'elle est encore en cours, dans cette région de Difa, l'état d'urgence a largement contribué à dégrader les conditions de vie des populations. Ça, c'est la première observation qu'on peut faire, et ça dure depuis 4 ans. En 4 ans, les gens se sont considérablement appauvris. Cela ne fait l'objet d'aucun doute parce que l'état d'urgence dans la région de Difa a consisté, entre autres choses, à chasser les populations qui vivaient dans le lieu du lac Tchad,
on leur a donné un ultimatum pour quitter. Donc ce sont des milliers de personnes qui ont dû quitter leur lieu d'habitation, leur lieu de travail et tout ça. Et donc qui ont dû perdre leurs moyens de subsistance de ce fait. Et en dehors de ça, on sait que le conflit a entraîné aussi un déplacement massif, en dehors de gens qui se sont déplacés du fait de la mesure prise par le gouvernement. Et on a interdit également des activités économiques qui constituent la base en fait de l'économie de la région. C'est notamment la pêche, c'est la culture et le commerce du poivron. Ce sont des activités importantes qui ont été pratiquement interdites pendant un bon moment. Et jusqu'ici, ces mesures-là, en partie, elles demeurent encore. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que dans la région de Difa, vous avez des milliers de gens qui vivent de la culture et du commerce du poivron, de la pêche également, qui génère des ressources importantes. Et ce sont des milliards que des gens ont perdu. En dehors de ça, la restriction de la mobilité des personnes, ça a eu aussi des conséquences. Si vous prenez un secteur, par exemple, comme le transport à moto, puisque les motos ont été, la circulation des motos a été interdite, et même des centaines de motos ont été saisies et pratiquement brûlées devant leurs propriétaires. C'est aussi des gens qui vivaient de ces activités, notamment des jeunes. Ce sont des centaines, voire des milliers de jeunes qui faisaient cabou-cabou pour vivre. Et donc ça aussi, c'est fini. Cette activité-là a été totalement démantelée. Et si on revient encore au secteur de l'agriculture, jusqu'à aujourd'hui pratiquement, l'utilisation de l'engrais chimique, mais s'il y a un rationnement, il y a un contrôle sur la vente de l'urée. Et donc ça pose également problème. Vous avez le rationnement du carburant qui fait que les gens ne peuvent pas avoir le carburant facilement pour faire tourner leur motopompe. Encore qu'il y a des zones auxquelles les gens n'ont pas accès du fait du conflit, mais aussi du fait de l'état d'urgence. Donc, si on prend la panoplie des mesures appliquées à Difa, eh bien, ce sont des mesures qui ont eu vraiment pour conséquence de casser l'économie vraiment de la région. Et donc, les gens qui avant étaient autonomes sont devenus aujourd'hui des gens totalement dépendants d'une aide extérieure qui n'est pas suffisante malheureusement. Et donc les gens sont vraiment à la merci de tout ça. On voit toutes les conditions qui sont là. Et donc dans la région de Tillabéri, depuis 1 an et demi, il y a aussi l'état d'urgence, d'abord dans quelques zones, puis ça a été élargi. Aujourd'hui, c'est pratiquement une bonne partie, au moins 80% de la région de Tillabéri qui est concernée par les mesures d'état d'urgence. À Tawa, vous avez donc le nord Tawa, une partie, quelques zones qui sont concernées. Alors, même le Centre national d'études stratégiques a fait une enquête sur la mise en œuvre de l'état d'urgence et le rapport qui est sorti du Centre national d'études stratégiques, qui est une institution qui est rattachée à la présidence. Ce rapport donc est très clair, montre que l'état d'urgence a eu des conséquences aussi bien sur le plan économique et sur le plan de la relation entre les populations et les forces de défense et de sécurité, sur le plan culturel, etc. De fait, donc, cet état d'urgence est maintenu encore. Et il y a aussi les fermetures des marchés, etc. Donc ça a des conséquences vraiment sur la vie économique, sur la vie sociale, sur la vie culturelle et aussi du point de vue de la relation entre les citoyens et les... Sans compter les abus énormes que l'état d'urgence a entraîné. Ces abus, ce sont naturellement les violations des droits humains. Voilà, ce sont des violations parfois très graves. À Difa, vous savez que l'état d'urgence a fait qu'on a arrêté plus de 1000 personnes. À un moment, les statistiques qu'on avait,
jusqu'en 2016, on avait près de 1400 personnes qui ont été arrêtées, détenues. Il y a même des gens qui ont fait l'objet de mauvais traitements. Il y a des gens qui sont morts en détention. Et vous avez encore des centaines de personnes qui sont dans les prisons de Kolo et Koutoukale. Et pour la plupart de ces personnes-là, on sait que ce sont parfois des gens innocents même qui ont été dénoncés comme ça. C'est un peu la délation aussi qui s'est développée. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Maintenant, vous avez aussi l'accès aux services publics. Si vous prenez des services d'éducation, des services de la santé, surtout la santé par exemple, vous savez, l'état d'urgence a des conséquences puisque il y a un couvre-feu la nuit, etc. Il y a l'interdiction de circulation même des véhicules à partir de certaines heures. Et donc, il y a des gens qui tombent malades. Par exemple, la nuit, on ne peut pas. Une femme qui accouche la nuit, on ne peut pas déplacer, etc. Sans compter aussi que l'état d'urgence a fait naître, notamment pour DIFA, aussi une sorte de criminalité, parce qu'il y a des gens qui profitent la nuit pour commettre des vols et autres. Donc tout ça montre que l'état d'urgence a eu vraiment des conséquences terribles et certains chiffres sont très parlants. Par exemple, le nombre de personnes qui, avant l'état d'urgence, avaient un revenu d'au moins 50 000 francs par mois a totalement diminué. Avant, on avait au moins plus de 60% des gens qui gagnaient 50 000 francs au moins par mois. Aujourd'hui, le nombre de gens qui gagnent 50 000 francs par mois fait moins de 30%. Donc c'est énorme, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que le 10 février dernier, à l'occasion de la commémoration donc, du 4e anniversaire de la proclamation de l'état d'urgence pour la première fois à DIFA, puis après son extension, nous avons essayé de faire un point sur la situation pour alerter sur le fait que l'état d'urgence, quand ça devient permanent, c'est aussi quelque part une sorte de victoire pour les groupes terroristes. Parce que toute la vie des gens et choses, parce que bon, qu'est-ce que les terroristes voulaient? Ils veulent faire peur aux gens, ils veulent restreindre les espaces de liberté, ils veulent voir certainement certaines activités festives, culturelles, etc. s'arrêter. Tout cela de fait aujourd'hui dans la région de Difa et aussi en partie à Tillabéri et à Tawa. La situation est là. Donc on a offert au truc et ce sont les populations qui sont en train de souffrir. Maintenant, l'élément le plus grave, tout ça est fait pour réduire le nombre pour réduire les attaques et sécuriser davantage la population. Et bien, du point de vue de la sécurité, les statistiques qui ont été publiées récemment par OCHA montrent que la réduction des attaques, c'est encore à voir, puisque pour 2018 seulement, il a été dénombré plus de 180 attaques menées par des groupes armés. Vous avez plus de 100 personnes, seulement des civils, qui ont été tués. Vous avez près d'une centaine de personnes blessées dans les trois régions. Donc le bilan, du point de vue des résultats, même sur le plan sécuritaire, eh bien le bilan est plus que mitigé. Voilà, donc c'est ça la situation aujourd'hui. Oui, donc la région de Tillabéri, une semaine environ de la mise à l'exécution de cette décision, la population s'est mobilisée pour un peu demander la sinon, qu'est-ce qui explique cette mobilisation de la population? Bon, je pense que les gens de Tillabéri ont la chance que DIFA a vécu toute cette affaire et vit cette affaire depuis 4 ans. Et donc à Tillabéri, l'état d'urgence a été instauré il y a moins de 2 ans. Et évidemment, même le gouvernement, d'une certaine manière, a quand même tiré, on pourrait dire, des leçons de l'expérience de la mise en œuvre de l'état civil et de l'état d'urgence à DIFA. Bon, sauf que les leçons qui ont été tirées l'ont été pour les régions peut-être de Tillabéri et de Tawa, où l'état d'urgence n'est pas aussi asphyxiant que à DIFA. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que c'est un état d'urgence un peu plus allégé qu'on a amené dans ces régions, mais même allégé,
l'état d'urgence, quand ça dure, ça pose problème. Et on l'a vu, le rapport du CNES montre qu'à Tillabéri aussi, à Tawa également, des gens souffrent sérieusement de l'état d'urgence. Donc ça c'est établi, c'est une mesure douloureuse. Même ceux qui font, ils vont dire bon, ça a généré quelques trucs, mais en fait tout le monde sait que c'est difficile. Et donc ça, les gens voyant ça peut aller vers ce qu'on voit à Difa, et quand on prend certaines mesures, les gens ont eu raison de réagir très vite. Parce que les gens à Tillabéri, la population aussi tire des enseignements. Ils savent que à Difa, si on a pu faire tout ce qui a été fait, c'est parce que justement les gens étaient un peu atterrés, n'ont pas eu le temps peut-être de réagir très vite, de dire ah non mais attention cette affaire là, il ne faut pas que ça, etc. Bon, à Difa c'est comme si c'était la première fois. Donc les gens à Tillabéri, je pense, sont plus alertes et essayent voilà, ça savez que par exemple si vous prenez la circulation de motos, c'est en journée. Et en journée c'est possible. C'est le soir que ça a été interdit et il n'y a pas eu beaucoup de cas de récupération de motos des gens pour brûler autres. Ça avait un peu commencé, mais je pense que les gens ont été assez réactifs et c'est très bien et ils ont raison, à mon avis, d'être très réactifs et d'empêcher à ce que la région de Tillabéri ou de Tawa soit aussi difatisée, si on peut le dire. C'est-à-dire que que sous prétexte de combattre des groupes terroristes, qu'on crée les mêmes problèmes qu'à Difa. Parce que à Difa, ce qui se passe, c'est énorme, c'est trop grave. Nous, depuis le début, nous avons fait plusieurs rapports pour attirer l'attention sur le fait que c'est grave, c'est grave. On n'a pas beaucoup été entendus, mais je pense que les gens commencent aujourd'hui à se poser des questions. Est-ce qu'on peut continuer éternellement à maintenir l'état d'urgence, toutes ces mesures-là, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que c'est vraiment justifié? C'est très grave. Les gens n'ont pas besoin d'aller voir. Ce qui se passe à Difa est énorme. Ceux qui doutent peuvent toujours peut-être faire un petit voyage d'études ou de je ne sais quoi pour voir. Mais tout celui qui voit la situation telle que c'est à Difa ne peut pas souhaiter qu'on instaure les mêmes choses chez lui. Évidemment, le souhait de tout le monde, c'est aussi la fin de l'insécurité même, et puis bon, qu'on puisse avoir un climat de paix, etc. Bon, évidemment, il y a le gouvernement qui réagit à l'insécurité en prenant les mesures d'état d'urgence. Vous avez aussi les différents groupes qui font les attaques et qui sèment la terreur. Il faut les combattre résolument, voilà. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on pense que la seule façon de faire, c'est vraiment de mettre toutes ces mesures-là d'état d'urgence, etc. Avant nous, au Niger, au Nigeria aussi, on a vu. Et on aurait pu d'ailleurs, nous, au Niger, tirer des enseignements de ce qui s'est passé au Nigeria, notamment dans les États de Borno et de Yobe. On a fait un état d'urgence encore plus dur que ce qu'on a fait ici. Et les forces publiques ont fait beaucoup de gaffes aussi. Parce que bon, quand tu donnes des pouvoirs étendus, presque, voilà. Donc il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des abus. Il y a eu des abus. Au Nigeria, ils ont même pratiquement instauré une sorte de blackout sur ces régions en coupant les communications pendant 2 mois, voire près d'1 année, tout ça. On a vu que ça n'a pas servi à grand chose. Et une chose que même on devait se poser comme question, c'est que est-ce que si on prend des mesures qui vont appauvrir davantage les populations sans leur apporter la sécurité parfois qu'il faut, etc., est-ce qu'on n'est même pas en train de créer les conditions pour que les groupes terroristes puissent recruter parmi les gens qui vont être les mécontents justement de ces mesures-là? C'est des questions qu'on devrait se poser. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire le jeu finalement de ces groupes-là? Parce que qu'est-ce qu'on espère? C'est-à-dire qu'on va continuer à dire aux gens, bon, par exemple, vous n'irez pas là où vous pouvez cultiver, là où vous pouvez pêcher, on leur empêche de faire toutes les choses et puis on pense que les gens vont rester comme ça, etc. Et on devait même se poser des questions. Est-ce qu'on n'est pas en train de
d'arranger ces gens-là. Bon, bien sûr, si on regarde un peu, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Niger ou dans les autres pays où on a fait tout ça, ces groupes-là ne sont pas pour autant totalement affaiblis. En tout cas, ne sont pas anéantis. Peut-être qu'ils sont un peu affaiblis, mais ils ont encore une capacité de nuisance. Mais est-ce que ce n'est pas parce que peut-être notre réaction, les mesures qu'on prend, ne sont pas les mesures peut-être les mieux appropriées? On devait se poser des questions. Comment se fait-il que depuis 4 ans, avec tout l'argent qu'on a dépensé, tous les moyens qu'on a déployés, on a pris les mesures de réduction, etc., comment se fait-il que ces groupes sont encore actifs et peuvent causer les dégâts qu'on sait et même faire des choses peut-être qu'ils ne faisaient pas avant, etc. Bon, on devait se poser des questions. Et si on se posait des vraies questions, et si on écoutait les gens, probablement qu'on allait se rendre à l'évidence que voilà. Et puis en plus, ce qui est grave, c'est-à-dire on fait tout ça sans avoir une bonne communication. C'est-à-dire que, vous savez, toutes ces mesures qui ont été prises, on devrait expliquer aux gens le bien fondé. On devrait avoir un discours tendant à leur dire on sait que vous souffrez, mais qu'on fait, etc. C'est-à-dire un truc un peu de calmer les gens, de montrer qu'on se préoccupe du fait que ça leur fait mal, etc. Et qu'on est conscient de ça, et qu'on essaye d'œuvrer, etc. Il n'y a même pas un discours de la part des autorités qui tend à dire aux gens, vraiment, voilà, on est aussi sur cela. Donc chaque fois, chaque 3 mois ou chose, on va entendre, ouais, le Conseil des ministres s'est réuni, a décidé de reconduire l'état d'urgence, etc. Jamais on ne fait vraiment une communication digne de ce nom vis-à-vis des gens. Et même du point de vue de la façon dont on met en œuvre. Normalement, les mesures d'état d'urgence, il y a une loi. L'état d'urgence est prévu par la Constitution, c'est prévu par une loi spécifique qui date de 98 et tout. Mais on sait comment il faut prendre les mesures, c'est des arrêtés qu'il faut prendre, etc. Parfois, des choses très graves des mesures très graves ont été prises sans passer par le truc des arrêtés. Quand on a décidé de chasser des milliers de gens du lieu du lac Tchad, c'est la chose la plus grave qui s'est passée. Mais en fait, c'était un simple communiqué diffusé à la radio. À ce jour-là, tu ne peux pas voir, on ne peut pas te présenter un arrêté pris en bonne et due forme. Et on n'a presque rien expliqué aux gens. On a dit aux gens, vous avez 3 jours pour quitter. Si après 3 jours, vous êtes encore à cet endroit-là, vous devenez des cibles légitimes pour les forces de défense et de sécurité. On peut vous considérer, on peut vous traiter comme si vous étiez des gens de Boko Haram. Donc les gens étaient obligés de quitter, abandonnant tout. On n'a pas amené un seul camion pour transporter les gens. On n'a pas construit un seul hangar, ni à Ningimi, ni à Bosso, les coins où les gens se sont dirigés. Un seul hangar pour les accueillir. On n'a pas amené un bidon d'eau. On n'a pas amené un seul sac de mil pour accueillir ces gens-là. Rien du tout. On a dit, vous avez 3 jours, vous devez quitter. Ça veut dire quoi? On les a traités comme si ils étaient en fait des éléments de Boko Haram. Et encore que même des éléments de Boko Haram, ceux qui ont décidé de déposer les armes et de venir, on ne les a pas accueillis. De cette façon, on a quand même pensé que oui, bon, s'ils viennent, il faut savoir au moins où est-ce qu'on va les amener, il faut au moins prévoir qu'est-ce qu'on va leur donner, etc. Donc on a traité la population avec un mépris. On n'a pas jugé utile de lui expliquer. Ils n'ont presque rien expliqué. Déjà, on leur a dit seulement, vous sortez ou vous êtes déjà morts. Et ils étaient obligés de quitter. Et donc ça, c'est aussi du point de vue de la communication. Moi, en tout cas, depuis des années qu'on est en train de suivre cette situation-là, je n'ai pas entendu vraiment des discours de compassion venant des autorités, ni nationales, ni régionales. Un discours de compassion qui essaye de dire, ok, on n'a pas le moyen de tout vous offrir, nous sommes désolés, vous perdez beaucoup, mais vraiment, dans la Kouyabouli, vraiment, voilà, nous aussi, on fait ça malgré nous. Jamais on a entendu ça. Et donc ça, c'est la chose aussi la plus grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'en fout
au fond des trucs des gens. Depuis 2015 à aujourd'hui, nous travaillons par exemple sur le budget de l'État. Vous pouvez regarder tous les documents budgétaires. Vous allez voir combien l'État du Niger a prévu pour s'occuper des gens. Lui-même, c'est-à-dire sur ses ressources, dans son budget, il a prévu quoi? C'est dans le plan d'urgence, n'est-ce pas? Le truc, donc, l'appel global qu'on fait, qui est piloté par les Nations Unies. Donc, c'est ça. C'est là, on lance un appel global pour mobiliser des ressources pour venir en aide. C'est la communauté internationale qui essaie de faire. Le gouvernement du Niger, en fait, il peut dire qu'il dépense combien pour ça. Et parfois, quand on prend certaines mesures qui peuvent avoir des conséquences, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, on le veut déplacer, il va perdre ses ressources, etc. Ailleurs, on devait même dire, bon, ok, dis-nous combien tu gagnes pour essayer de voir peut-être même un dédommagement. Remarquez qu'à Difa, on prend les biens des gens, on brûle sous leurs yeux, comme si c'est pas leurs biens, comme si c'est pas des biens, comme si ils ont volé à quelqu'un. Des motos des gens, c'est pas de la drogue, c'est la drogue qu'on peut prendre avec quelqu'un et brûler. Mais des motos, on prend les motos des gens, on brûle devant les gens. On a pris des cargaisons, des poissons et autres, on a brûlé devant les gens. Donc, c'est quand même, comment on a traité les gens? On a traité les gens comme si, vraiment, voilà, c'était des choses. Alors que, même dans un conflit, là, même un ennemi, tu ne peux pas le traiter n'importe comment. Même un ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi, une fois que tu l'as pris, tu ne peux pas le traiter n'importe comment. Parce que même la guerre a des règles. Et heureusement. Et ces règles-là, ce sont les règles du droit international humanitaire. Si tu prends même un gars de Boko Haram, s'il n'est pas armé, etc., il y a des choses que tu ne peux pas lui faire. Tu ne peux pas le torturer. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et ça, ce sont des principes auxquels les États ont adhéré. Je suis désolé. Beaucoup de gens vont dire, ah oui, mais non, mais eux-mêmes, ils ne respectent rien, donc on peut faire, voilà. Même à eux, on ne peut pas tout faire. À plus forte raison encore, la population qui, elle, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas Boko Haram. La population à Tillabéri qui n'est pas forcément avec les djihadistes. C'est pas les djihadistes, il faut faire la distinction. C'est vrai que des gens peuvent être issus de ces communautés, mais voilà, les populations ne sont pas avec ces gens-là. N'est-ce pas? Parce que si les populations étaient avec ces gens-là, je pense que l'affaire était pliée. L'affaire serait pliée depuis longtemps. Et c'est parce que les populations ne sont pas avec ces gens-là que, bon, ils peuvent faire beaucoup de dégâts, mais il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire. Ils ne peuvent pas prendre encore tous les contrôles de toutes les régions-là. C'est parce que les populations ne sont pas avec. Et donc, il faut gérer de façon à ce que les populations, peut-être, certains ne regagnent pas ce groupe-là. Et ça, c'est un enjeu important du point de vue de la communication. Je vous dis qu'on n'a pas beaucoup entendu. Récemment, quand on faisait cette conférence-là, le ministre de la Défense était là. Évidemment, il sait qu'il y a un rapport du CNES, etc. Il dit que ce rapport a été examiné, même en réunion du Conseil de sécurité nationale, etc. Et il a dit que oui, en fait, nous, on n'est même pas au courant qu'il y a eu des allègements. Bon, qu'il y a eu des allègements. Puis, on a vu l'arrêté que le gouverneur de Tillabéri a sorti. C'était pas quand même aller dans le sens d'un allègement, c'était aller dans le sens d'un renforcement. C'était ça qu'on a vu. Donc pourtant, le ministre ici, devant tout le monde ici, il disait, nous avons encore l'enregistrement, il disait que oui, nous on n'est même pas au courant, etc., qu'ils sont conscients qu'il faut alléger. Mais ok, vous êtes conscient qu'il faut alléger, il faut le faire. Vous êtes conscient que ça fait du tort aux populations, dites-le, reconnaissez et essayez d'avoir leur compréhension. Parce que vous êtes en train de leur faire du tort. Et essayez d'apaiser les gens. Leur parler vraiment avec une certaine considération. Montrez-leur que c'est d'abord leur bien-être qui passe au-dessus, qui est au devant du tout. Mais maintenant, la façon dont ils sont en train de faire, c'est pas tout à fait le cas. En fait, c'est comme si on s'en fout du bien-être de la population et on agit comme ça. Et puis voilà. Donc la population peut passer dans ça. C'est comme si on s'en fout. Et c'est ça qui est vraiment révoltant et choquant, qui doit être totalement revu.